Vendredi 25 septembre 2020, dans le cadre des week-ends Venir à l'Histoire, proposés par le comité éditorial du festival L'Histoire à venir, une rencontre avait lieu à la librairie Ombre Blanche. Julie Clarini présentait le numéro 1 de Par ici la sortie, cahiers éphémères et irréguliers pour saisir ce qui nous arrive et imaginer les mondes de demain en présence des contributeurs. Bienvenue à cette première réunion autour des cahiers. Nous venons de... enfin pour ceux qui étaient là ou celles qui étaient là de cet entretien avec Michael Fossel autour de 1938. Ce soir, Michael Fossel sera avec vous deux, avec... absolument, ça recommence, hein. Antonio Casilli. Antonio et non pas Roberto, Antonio Casilli et cet inspecteur et puis François-Xavier Fauvel qui s'est joint à l'équipage pour, on va dire, évoquer plutôt tous les thèmes, tous les contenus passés et à venir de ces cahiers auxquels vous vous consacrez toutes les deux, mais aussi un certain nombre d'acteurs de la maison dans laquelle vous travaillez, l'édition du Seuil, et puis d'autres. Alors, Séverine Nickel, vous êtes en charge des sciences humaines et sociales aux éditions du Seuil, des essais, des documents, et encore d'autres choses ? Non. Non ? C'est déjà pas mal, hein, parce que bon, c'est une maison réputée pour la chose. Julie Clarini, vous venez d'arriver dans cette maison pour... enfin bon, une petite année, allez. Pour le temps de l'édition, c'est très récent. Oui, et puis alors comme c'est une année compliquée, les mois que vous venez de passer là ont été quand même un peu brutalisés par ce qui se passe depuis le début de l'année, notamment avec les semaines de confinement, donc les reports, les retards, les annulations... Et puis, vous avez été, en quelque sorte, je ne sais pas si c'est vous qui avez levé le doigt, ou on a mis le doigt sur vous en disant « Tu vas t'occuper de ces cahiers qu'on va d'abord appeler Par ici la sortie ». On verra pourquoi ils ont bougé de titre, peut-être, mais ça on le verra après. Donc, vous êtes rédactrice en chef ou non, il n'y a pas de... Pas vraiment. Ah non, il n'y a pas de rédactrice en chef puisque ça n'est pas une revue. Non, disons qu'on a vraiment travaillé, Séverine et moi... sur ces cahiers, ça a vraiment été d'abord justement quelque chose d'absolument collectif, mais peut-être que je vais donner la parole à Séverine parce que c'est l'articulation. Non, mais ce qui est intéressant dans les cahiers, c'est justement qu'on l'a fait ensemble et ensemble à plusieurs, y compris avec, puisqu'on parlait du Seuil, avec ce qu'a représenté la force du comité de lecture du Seuil. Mais là, c'est l'historique, je te laisse la parole. Et peut-être que ce qu'on doit dire, c'est que c'est quand même une commande d'Hugues Jalon. Ah bon. Voilà, dans les tout premiers temps du confinement, il nous a demandé de réfléchir à un projet. Enfin, il avait ça en tête depuis longtemps. Il avait envie de porter une publication. De porter une publication. Il y a eu plusieurs projets. Et au tout début du confinement, il nous a dit qu'il souhaitait vraiment qu'on le fasse. Il en a parlé aussi à Adrien Boss, qui est le directeur de l'édition dans la maison. On va faire un peu coulisses de l'édition aujourd'hui, je crois. Hein. Et voilà, et Julie et moi, on s'y est mise, voilà. On s'y est mise et notre proposition, ça a été de le faire avec le comité de lecture des sciences humaines, parce qu'on sait qu'il y a là une réserve de créativité et d'engagement tout à fait exceptionnelle, à laquelle on est terriblement attaché. Et c'était aussi une manière pour nous d'être ensemble dans ce moment-là. Et donc le comité est devenu hebdomadaire, on s'est retrouvés en visio toutes les semaines et on a commencé à tourner autour du projet en se disant d'abord un peu comment on allait, comment on se sentait les uns et les autres, et c'est quand même beaucoup parti de là. Alors je vais entamer le débat, puis je laisserai du champ à Claire Jude de la Rivière qui, avec toute notre équipe, on va dire l'organisatrice en chef de cette manifestation qui s'appelle l'Histoire à venir, et donc qui est là présente pour ces 2 journées Venir à l'Histoire,
Alors je vais commencer peut-être en rappelant quelques pas dans l'édition, et notamment dans l'édition d'après la guerre, donc bien après 1938, après 1945. Voilà, l'édition, je pense, après la guerre, a imaginé qu'elle pouvait participer, répondre aux interrogations du monde. Elle le faisait différemment, je pense, avant la guerre, en ouvrant des collections, notamment aux sciences dures, en publiant des essais, ou en participant peut-être un peu plus à de la propagande politique. À partir de la fin des années 50, et particulièrement par l'intermédiaire de quelques maisons, d'abord les éditions du Seuil, dès les années 50, qui ont participé à ce mouvement une forme d'émancipation intellectuelle et politique. Les éditions François Maspero, par, on va dire, une forme d'édition militante, les éditions de Minuit, par le côté sérieux, très sérieux des collections, critiques, arguments, etc. Donc philosophie, politique, enfin, donc en surfant, entre guillemets, si Lindon m'entendait, il ne serait pas content, sur cette explosion des sciences humaines et sociales, notamment, particulièrement en France. Donc diffusion des idées, diffusion des savoirs. Aujourd'hui, le mot de vulgarisation est interdit. On dirait plutôt partage des savoirs, on y viendra après. Donc, la maison dans laquelle vous habitez maintenant, elle est dirigée par quelqu'un qui a travaillé pour les éditions La Découverte, donc ex-François Maspero, et puis il est maintenant patron du Seuil. Donc il se retrouve effectivement, Hugues Jalon, à mi-chemin entre ce qui a été une pratique d'édition militante et une pratique d'édition de diffusion des savoirs, et le Seuil aujourd'hui reste une base importante pour la fabrication d'édition des savoirs. Bon, il y a eu des revues, pas nécessairement au Seuil d'ailleurs pour ce côté-là, parce que le Seuil avait une politique de revue qui était plutôt une politique de revue entre guillemets scientifique, poétique, communication, etc. Non, les revues... Il y a eu tel quel quand même pour les revues d'avant-garde. Oui, mais c'était aussi... Non, c'est vrai, bien sûr qu'il y a eu tel quel, mais qui était une revue dont l'origine était plus au départ littéraire. Les revues de diffusion d'idées ou de partage d'idées étaient... c'était d'abord Les Temps modernes, la revue de Jean-Paul Sartre. Ça a été après la revue, d'une certaine façon, la revue critique par le fait que on faisait la relation de publication dans ces domaines de sciences humaines et sociales. Après, il y a eu la revue, évidemment, Esprit, donc Les Temps modernes, Esprit. Pourquoi pas la revue Études, qui est une revue un peu particulière, mais appartenant à une congrégation chrétienne. Après tout, Esprit aussi était d'origine chrétienne. Après, il y a eu le débat, 1980, et la revue Commentaire, à peu près en même temps, qui était la revue de Raymond Aron. Et vous arrivez avec une chose qui n'est pas une revue, puisque vous allez dire pourquoi ce n'est pas une revue, au moment où le débat, 40 ans après, mais j'imagine que ce n'est pas tout à fait prévu, s'arrête. Voilà. Donc, voilà, vous entendre sera à la fois vous glisser dans cette tradition du Seuil avec un instrument qui n'est pas tout à fait une revue, mais tout de même. Ouais. On n'a pas pensé on n'a pas vraiment pensé qu'on faisait une revue, ni qu'on s'inscrivait dans une histoire des revues, pour être tout à fait honnête. Et aussi parce que je pense que c'était un moment très particulier, qu'on a quand même vécu comme un très profond ébranlement individuel et collectif. Et moi, la manière dont je l'ai conçu, ou je vais parler en mon nom propre, et puis après toi tu parleras en ton nom propre, c'était plutôt, on a recherché de l'énergie collective, et on a cherché à puiser de l'énergie collective et à former un collectif, comme on l'avait fait en 2015 pour le projet Histoire mondiale de la France, mais d'une autre manière. Et je pense que c'est quelque chose à quoi on est extrêmement attaché au Seuil, à la fois ces projets qui mettent en œuvre de l'intelligence collective.
Et quand je parlais du comité de lecture tout à l'heure, il faut quand même que je cite nommément les participants du comité de lecture. C'est Christophe Bonneuil qui dirige la collection Anthropocène, c'est Patrick Boucheron qui dirige l'univers historique, c'est Jacques Généreux, la collection Économie humaine, c'est Elsa Rosenberger qui est l'éditrice de religion du domaine, Michael Fessel et Jean-Claude Monod pour la collection L'Ordre philosophique. Et puis en dehors du comité, il y avait aussi les ressources d'autres éditeurs avec qui on a beaucoup discuté, que sont Maurice Hollander, Pierre Rosanvallon et quelques autres, et puis des auteurs proches aussi avec qui on a je sais pas, resserré ou mobilisé le lien qui nous unit. Et donc on n'a pas tellement pensé en positionnement stratégique de revue ou en histoire de l'histoire de l'engagement intellectuel ou des modes d'intervention intellectuelle. Ça s'est plutôt présenté à nous comme quelque chose qu'on avait envie de faire, et on a cherché à trouver la voie pour s'y engager. Oui, moi j'ai été marquée par le fait que très vite, ce qui est apparu dans les discussions qu'on a eues, c'était le seuil, c'est faire c'est fabriquer du collectif autour de projets intellectuels. Et pourquoi est-ce dans cette période difficile qu'on est en train de traverser, souvenez-vous, il y avait ce très beau printemps dehors, on était enfermés chez nous, il nous fallait des petits papiers pour sortir. Enfin, c'était quand même très très particulier ce qu'on vivait. On se voyait, on ne discutait qu'à travers les écrans. Et donc la question, c'était comment on fait pour continuer à être ensemble, à essayer de penser, je ne sais pas, on a fait exprès d'évacuer le mot, on a essayé de dire que c'était des cahiers pour saisir ce qui était en train de nous arriver. Mais en tout cas, essayer d'avoir une forme de réaction, une réaction intellectuelle collective à ce qu'on traversait. Et donc je pense que ça s'inscrit dans l'histoire du seuil plus que dans l'histoire des revues. Moi, je suis encore assez extérieure, donc je crois pouvoir dire que j'ai vu ça, que j'ai observé ça, à travers cet ancrage dans le projet collectif, plutôt. Voilà, et peut-être que ce qui nous a tenus aussi, c'était l'idée que c'était quelque chose de très... c'est très banal ce que je veux dire, c'est très imprévisible ce qui nous arrivait, mais qu'on voulait assumer cette incertitude, et que donc le projet de commande, ça a été aussi de dire aux uns et aux autres comment vivait-il, comment pensait-il ce qui nous arrivait, pouvait-il le décrire. Et donc c'était quand même un projet, en discutant avec Julie tout à l'heure, on se disait c'était un projet anti-prophétique, anti-tribune. Il ne s'agissait pas de produire des tribunes, il ne s'agissait pas de servir sa petite soupe, pour le dire de manière un peu vulgaire, mais d'en profiter pour penser depuis le lieu de son corps et de son corps confiné. Ce que ça faisait aux perspectives des uns et des autres. Justement, pour réagir... Faut que tu t'éloignes un peu il y a un harcèlement. Non. Je parle comme ça. Tu es au bord, je vais finir par tomber. Sur cette question de l'incertitude... Non. C'est bon. Sur cette question de l'incertitude, justement, alors, comment vous avez pensé deux choses, le lectorat et la durée, c'est-à-dire qu'une revue, on l'écrit pour s'inscrire dans une certaine durée, c'est-à-dire qu'un numéro de revue, on va le relire avec du recul. On peut relire encore des numéros du débat ou de critique qui ont 20 ans, 30 ans. Est-ce que ça, vous l'avez pensé ? C'est-à-dire, est-ce que vous avez pensé justement, ce sont des cahiers éphémères, donc est-ce que vous avez pensé que finalement, ce qui est écrit là sera un témoignage de ce moment d'incertitude, mais ça ne sera que ça ? Ou est-ce que vous vous êtes projeté dans une certaine durée ? Donc c'est ma première question sur le temps, en fait, de ce qui est écrit là. Et l'autre sur l'incertitude, justement. Comment vous avez pensé que ces textes pouvaient nous aider à affronter cette incertitude qui était vraiment ce qui nous a tous un peu saisis, c'était ce qui était le plus déstabilisant, ce qu'il est encore d'ailleurs, enfin en tout cas à mon sens, cette impression qu'on ne sait pas du tout vers où on va. Est-ce que c'était des textes Est-ce que le fait qu'ils aient été pensés dans un moment d'incertitude leur donne une certaine nature, une certaine valeur ? Alors oui, moi je pense que oui, parce que je les ai relus là avant de venir, et je trouve que
leur force, c'est précisément qu'ils ont été écrits à un moment très particulier. Et ce serait très différent, je crois. Il y a Geneviève Hazan qui est là dans le public et qui a participé sous forme d'une table ronde organisée avec Pablo Servigne et Christophe Bonneuil au premier numéro, et qui le sait. Je pense que cette incertitude, elle a donné une forme très forte au projet, ne serait-ce que parce que on peut appeler ça un projet collectif qui se rapproche d'une revue d'idées, mais en vérité, ce serait peut-être plutôt un journal de la confusion qu'on a essayé de créer, c'est-à-dire d'aller chercher là où ça nous dérangeait, là où on ne savait plus. Justement, cette table ronde, elle est assez extraordinaire parce que Pablo Servigne, dont on pourrait penser qu'il est un prophète de l'effondrement, a commencé par dire « franchement, je ne m'y attendais pas ». Et bon, voilà, donc on est quand même juste, on prend les gens là où ils sont à ce moment-là en leur disant « voilà, dites-nous comment ça vous affecte ». Et j'ai relu le petit message qu'on avait envoyé aux uns et aux autres, c'était vraiment de leur demander de dire comment ça a affecté le cours de leur pensée, le cours de leur vie, comment ça les déstabilise, ça les fragilise, ou au contraire parfois, bon, certains ont pu voir au contraire se matérialiser ce qu'ils essayent d'expliquer depuis très longtemps, et ce sera, je pense, ce soir avec Antonio Casilli, une des choses intéressantes, c'est que lui, il décrit un phénomène social invisible, et tout d'un coup, ce qu'il appelle les travailleurs du dernier kilomètre, les livreurs de pizza, les livreurs d'Amazon, etc., et tout d'un coup, la pandémie, révèle son objet d'étude qui jusque-là était finalement très, très occulté. Mais la plupart d'entre nous, on était quand même dans cette incertitude, et je pense que ce qui est intéressant dans cet objet, et après je laisserai la parole sur la question de la durée, parce que justement c'est à mon avis une question en suspens, mais ce qui est intéressant dans l'objet, c'est qu'il soit marqué par le fait qu'on ne sait pas si on va en faire beaucoup, si ça va durer très longtemps, qu'on a eu envie qu'il y ait des artistes qui s'expriment, des interventions graphiques et des écrivains, et c'est très important aussi par rapport à l'idée à ce qu'on disait tout à l'heure, en ce sens que ce n'est pas une revue d'idées typique, il y a une place pour les artistes, parce que peut-être que dans ces moments de confusion, ils sont d'une certaine façon plus pertinents que d'autres. Et pour tout vous dire, on avait pensé à appeler ça les cahiers pandémiques, justement pour laisser une trace, la trace de ce moment très précis dans lequel ils sont nés. Donc, encore une fois, voilà, on n'était pas du tout dans l'histoire des revues, en se disant on crée la grande revue du Seuil, je sais pas quoi, on était vraiment dans cette idée de fabriquer de l'intelligence collective dans un moment qui nous fragilisait tous. Et en effet, on s'est interrogé sur le mot éphémère nous a été renvoyé après coup. Donc nous, quand on a trouvé ce nom après cahier pandémique, on a dit cahier éphémère et irrégulier, parce que ça correspondait aussi à la liberté qu'on voulait se donner dans la forme. On en fera quand on pourra, ou quand on voudra encore, et puis au rythme qu'on pourra se donner, et puis si la nécessité s'en impose, avec l'idée qu'on ne voulait pas être non plus obligé de produire dans une régularité des contenus qui ne seraient pas absolument nécessaires, qui ne répondraient pas à une vraie nécessité de notre part. Et je trouve que ça a donné des textes de haute intensité. Donc je ne sais pas non plus combien de temps combien de temps on aura envie de les relire, mais moi aussi, quand je relisais par exemple l'entretien entre Thomas Piketty et Patrick Boucheron qui s'interrogent sur les leçons de l'histoire, sur la manière de produire de l'intelligence collective, sur ce qui était en train de... sur la structure idéologique de notre temps aussi. Je trouve que c'est un très beau dialogue. Il me semble qu'on pourra le relire longtemps. Il y a beaucoup d'autres échanges sont de cette nature. Je pense au texte d'Edidier Fassin sur la valeur des vies. Et à tant d'autres textes. Et aussi aux interventions des écrivains. Voilà, il y a un texte de Manuel Villas, je trouve extraordinaire. Les 100 commandements, et le deuxième des commandements, il dit quelque chose comme on ne pourra plus jamais s'embrasser de manière anodine après le confinement. Tous les baisers seront sauvages et sexy, quelque chose comme ça. Il y a des très belles, je trouve qu'il y a de très belles choses, et qu'on a eu de la chance aussi de recevoir ces textes de haute intensité. Voilà, et donc ce que je voulais dire sur éphémère, les représentants nous ont dit quand même cahier éphémère, c'est pas terrible, est-ce que ça veut dire que c'est périssable? Voilà, mais c'était trop tard. Si je peux ajouter une chose là-dessus qui est intéressante, quand tu dis on va saisir une idée, ou on va retrouver une idée dans un entretien ou dans un article, ce qui va être intéressant pour nous, je me rends compte en tant qu'historien, c'est qu'on va pouvoir voir émerger des thèmes qui, de toute évidence, vont devenir des thèmes importants dans les années à venir,
Et on va les voir émerger dans ces cahiers-là, c'est certain. Même des choses qui peut-être encore aujourd'hui ne nous paraissent pas être une idée centrale du débat, mais qui va le devenir. Y compris dans les textes littéraires d'ailleurs, tu as raison, enfin, y compris sur l'importance de l'embrassade qui devient effectivement importante aujourd'hui. D'ailleurs, c'était quand même l'envie quand tu disais, Séverine, que c'était Hugues qui avait eu d'abord ce désir-là, il avait l'idée qu'on allait forcément traverser un moment d'ébullition intellectuelle très fort et qu'on ne pouvait pas rester, nous, comme maison d'édition, à côté de ça, et qu'il fallait y aller d'une façon ou d'une autre. C'est aussi pour ça que ces cahiers sont irréguliers, éphémères, avec cette forme un peu d'urgence, enfin, même qui est assumée dans le graphisme. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a un côté intervention. On y va et puis on verra bien. Et c'est vrai qu'on a plutôt été surpris par la qualité des textes. Enfin, la plupart des textes sont... Alors, peut-être aussi parce qu'on a aussi pris le parti de ne pas calibrer. On a dit aux gens, vous faites à peu près ce que vous voulez, la forme que vous voulez, vous pouvez dialoguer avec quelqu'un, vous pouvez faire organiser une table ronde, enfin, tout ça c'était des tables rondes à travers les écrans évidemment, mais on a beaucoup d'instruments maintenant. Voilà, vous pouvez faire ce que vous voulez. Et ça, je pense aussi que ça a permis que l'objet soit un peu hétéroclite, interventionniste, enfin avec cette marque de l'urgence qui, à mon avis, fera son caractère précieux pour les historiens dans quelques années. Je pense qu'il y avait une volonté de documenter, comme on dit maintenant. Les journalistes disent beaucoup, on documente. C'est un peu ça. Voilà. Là, quand vous le lisez, peut-être que vous avez le sentiment que, bah oui, c'est ce qu'on vit, c'est tout simple. Mais avec quelques mois de recul, déjà, on voit, par exemple, le premier numéro ne ressemble pas au deuxième, déjà. Et ça, je pense que si on continue, ça va être intéressant de voir comment, comme tu dis Claire, ça va changer, ce qui va s'imposer comme thématique à chaque fois. Dans les revues, la régularité, la durée impose en quelque sorte l'hypothèse d'une ligne. Évidemment, le principe là, c'est que vraiment le principe, c'est de ne pas avoir de ligne. Et c'est très bien. Et effectivement, c'est la grande force de ces cahiers que de n'avoir pas de ligne et de vouloir refléter. Tout à l'heure, quelqu'un disait le mot de chaos que tout le monde a dans la tête, mais n'ose jamais dire. Mais bon, on n'en est quand même pas encore au chaos. Bon. En tout cas, une sorte de désordre, mais de désordre souvent aussi productif, hein, des idées, des comportements, des faits. Voilà. Et simplement, à un moment donné, il faut décider qu'on fait ou pas un numéro. Effectivement, il y a un côté très bien que les numéros fassent irruption ou ne fassent pas irruption. Donc, mais à un moment donné, alors, c'est quoi? Ce sont des papiers qui arrivent, ou comment vous pensez que vous allez alimenter le comité de rédaction de la revue Esprit ou le comité du débat, si tant est qu'il y a eu un comité, mais pour la revue Esprit, c'est quand même le cas. Se réunit et dit on va faire un numéro thématique sur ce thème-là, et puis ça tombe, et puis de toute façon, il faut que ça tombe. Vous choisissez que peut-être ça ne tombe pas, ou ça tombera comme ça tombera. Alors, et j'espère que vous n'allez pas compter quand même sur la 5G pour régler vos problèmes de communication. Non, pardon. Parce qu'on fait un peu comme si ça nous arrivait comme ça, mais on les commande quand même, les textes, et on est un peu curateur quand même, comme on dit aujourd'hui. Donc même certains dialogues, on les a quand même, c'était des dialogues dont on pouvait rêver, et on s'est dit, ah ben voilà, c'est l'occasion de faire ces dialogues. Julie, elle a suscité le dialogue, enfin plein de textes et de dialogues, mais notamment celui entre Elisabeth Roudinesco et Michel Perrault. Bon, c'est comme un extraordinaire bijou de lecture, quoi, ce texte. Donc à un moment, quand même, on s'y met et on les commande, toujours trop tard. Voilà, et on finit par le faire un peu à l'arrache. Donc on ne sait pas très bien répondre à cette question. On en discute. J'ai dit aussi Moline, vous avez le voilà. droit de parler. On en discute à l'intérieur de la maison, et au doigt mouillé, on se dit, ah bah oui, peut-être que les gens ont encore envie d'en lire un, alors on y va. Les gens. Non, sur l'idée de la ligne, je ne sais pas, peut-être que c'est là aussi où nous ne sommes pas une revue. Enfin voilà, nous sommes vraiment un objet, et, je sais pas, qu'il faut penser à côté, ce sont comme des livres qui rassembleraient ce qui se pense, à un certain moment d'une certaine époque très, très particulière. C'est pour ça que
c'est pour ça qu'il n'y a pas de ligne. Une revue, c'est une ligne. Alors, le Seuil, il y a une ligne, mais une ligne d'une maison d'édition, comme vous le savez, Christian, c'est beaucoup plus large. C'est évidemment, on n'est pas allé non plus chercher des gens qui sont très éloignés dans leur sensibilité. On est allé chercher quelques personnes, on a suscité des textes de gens qui ne sont pas les auteurs du Seuil. Mais on est allé quand même chez des gens qui nous ressemblaient, qui ressemblaient au Seuil, qui pourraient écrire au Seuil un jour, ou qui ont écrit au Seuil à un moment. Donc, s'il y a une ligne, c'est la ligne très large des curiosités des éditeurs de la maison. Oui, et de nos réseaux formels et informels. Oui. Voilà, on a presque décidé d'en faire un début 2021 quand même. Oui. Mais sur cette question de ligne, je me demandais, est-ce que vous pensez que le climat justement actuel favorise une entreprise collective sans ligne, parce que c'est pas tellement ça l'enjeu? Mais du coup, est-ce que ce climat, ces tensions qu'on vit, ces moments d'incertitude, transforment aussi ce que peut être une pensée critique? Parce que ça reste, le fait de ne pas avoir de ligne, c'est aussi prendre une position. Il y a des textes critiques donc, et comme disait, on en parlait avec Christian hier, j'imagine que certains auteurs ne sont pas d'accord entre eux, les textes Et est-ce que c'est lié au contexte? Est-ce que c'est lié à ce contexte sanitaire et social et aussi politique, qui du coup déplace un peu les lignes de ce qu'est une pensée critique, à votre avis, ou est-ce que ça pourrait être dans n'importe quel contexte que des cahiers comme ceux-ci émergent Moi, j'ai quand même l'impression qu'il y a, je dirais pas une ligne, mais qu'il y a un désir qui informe l'ensemble des textes et qui est probablement qui a à voir peut-être avec la justesse d'une expression écrite ou d'une pensée ou d'un désir de justesse qui peut s'interpréter pour chacun des auteurs de manière différente. Et par ailleurs, quand même, je pense qu'il y a quelque chose qui est commun à l'ensemble des auteurs pour les raisons que tu as dites. C'est que le Seuil est quand même une maison, je ne sais pas si de gauche ça a vraiment un sens encore aujourd'hui, mais disons, qui porte des pensées critiques, qui porte des pensées qui ont une visée d'émancipation, au sens le plus large. Et que ça, il me semble que ça dessine quand même un paysage ou une configuration à l'intérieur de laquelle évoluent les textes. Et que c'est aussi une manière d'occuper le terrain, pas seulement dans le contexte sanitaire, mais aussi dans un contexte politique qui est de plus en plus adverse. Et que ça aussi, ça nous porte, je pense. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Si, et du coup, tu vois, ce que je trouve intéressant, ce que je me dis, c'est qu'effectivement, peut-être que ça vous donne à la limite un espace ouvert pour répondre aussi à différents types de crises. Enfin, c'est vrai qu'on vit celle-là actuellement, on nous annonce, enfin, on est déjà dedans dans une crise écologique fondamentale à laquelle il va falloir aussi, enfin, avec la même incertitude, essayer de prendre part dans un débat critique et d'essayer d'apporter des textes qui permettent de transformer, d'aller dans l'autre sens, etc. Donc c'est vrai que je me dis que vous avez sans doute créé aussi un espace qui va être utile dans d'autres contextes, d'autres crises, espérons qu'il n'y ait pas que des crises, mais enfin d'autres moments justement d'incertitude, et que ce déplacement par rapport à ce qu'est une revue, c'est très intéressant. Je pense que ça effectivement permet des textes différents que ceux qui auraient pu être écrits dans le cadre d'un travail éditorial de revue. Oui, tu veux dire que le fait que ces cahiers soient nés dans la pandémie a créé probablement des formes de solidarité ou de réponse. Oui, par rapport à... Parce que si j'ai bien entendu le début de ce que tu voulais dire, tu fais allusion au fait que le débat soit très clivé aujourd'hui dans le monde intellectuel, et assez dogmatique parfois, avec des positions très rudes. Et c'est vrai que là, on a eu un refus, pour tout dire, de quelqu'un qui, en voyant le nom des intervenants, a trouvé que ça ne lui essayait pas. Mais sinon, il y a eu effectivement de la part de gens qui, c'est vrai, ce ne sont pas tous, avec des sensibilités qui sont assez différentes, on a eu voilà, plutôt une forme d'enthousiasme. Alors je pense qu'en effet, peut-être que le moment qu'on a traversé a fait qu'il était plus important pour les gens d'accepter de rentrer dans ce journal de la confusion ou des façons d'en sortir,
que de penser en termes de rivalité universitaire, académique ou évidemment de clivage politique. Mais je ne suis pas sûre que ça dure non plus forcément très longtemps. Parce que la crise économique, qui va peut-être venir avant la crise écologique et qui commence déjà et qui est très rude, va peut-être au contraire faire remonter de très forts clivages à l'intérieur, notamment des gauches. Justement, sur les gauches, quand même, vous avez des individualités comme Pierre Dardot, comme Emmanuel Todd, Yves Citon. Comment peuvent-ils réagir à la dernière phrase de l'entretien avec Pierre Rosanvallon, qui est par ailleurs l'entretien tout à fait intéressant, mais où il dit « Force est de constater que la gauche n'a pas les outils conceptuels pour faire face à la crise en cours », c'est quand même une assertion sévère. Alors est-ce que dans une revue où il y aurait eu une ligne, j'imagine que peut-être déjà il y aurait eu une fracture de la ligne, il y aurait déjà eu des pointillés, justement, vous pensez que vous éviterez des frictions ou que vous arriverez à, si j'ose dire, à rassembler des individus qui auparavant peut-être n'étaient pas rassemblables, par une forme, justement. Il me paraît difficile de répondre à la place de Pierre Rosanvallon. Mais il me semble que quand il dit la gauche n'a pas les outils, je pense qu'il parle de la gauche politique. Ah oui. Je pense pas qu'il parle de la gauche intellectuelle. Et voilà, et je pense que dans la République des idées, justement, il a cherché depuis presque 20 ans à fournir des outils à la gauche. Donc c'est plutôt voilà. Mais je ne suis pas sûre qu'on cherche du tout à rassembler les gauches. On a assemblé des individualités. Voilà. Ça, là, je crois que c'est vraiment hors de notre portée. Peut-être un mot sur les formats, justement, d'avoir associé des types d'écriture et même de formats graphiques qui d'habitude ne collaborent pas. Comment ça s'est passé pour vous? Est-ce qu'il y a eu du coup des échos après? Parce que évidemment c'est vous qui l'avez construit, donc j'imagine que les auteurs n'ont pas pu se lire, enfin peut-être que certains se sont lus en parallèle, et comment vous l'avez pensé, le fait de mélanger les genres, de mélanger des textes d'analyse de sciences humaines et sociales avec des textes plus poétiques ou littéraires qu'est-ce qu'à votre avis ça apporte justement au texte en particulier? Alors moi je parle du point de vue des SHS, qu'est-ce que ça apporte au texte d'historiens ou de sociologues d'être mis en regard, en écho avec des textes littéraires ou poétiques? Je te laisse répondre, Julie, parce que c'est toi qui as assemblé. À chaque fois, c'est toi qui as fait l'assemblage. Oui, c'est moi qui ai dessiné un sommaire, mais d'abord, il faudrait dire quand même que depuis le départ, on a réfléchi avec Adrien Bosc, qui s'occupe plutôt de la littérature, enfin il fait beaucoup de choses, mais plutôt de la littérature au seuil. Et donc voilà, la littérature a tout de suite été là dans le désir de fabriquer ces cahiers. Ça a été assez évident et immédiat, et je pense que ça l'a été parce que justement, on voyait paraître des textes dans la presse, il y a quand même une grande activité intellectuelle à ce moment-là, c'est vrai, un grand bouillonnement, on pouvait lire beaucoup de choses, il y avait de quoi lire presque toute la journée en fait, entre les réseaux sociaux, la presse qui faisait très bien son travail, la radio, la conversation mondiale organisée sur France Culture, il y avait beaucoup de choses, et il y avait beaucoup de choses qui étaient plus de l'ordre du réflexe que de la réflexion, pour reprendre une formule qui a été fabriquée à ce moment-là. Et nous, on avait quand même, avant de recevoir les textes, on ne savait pas si on allait avoir des textes aussi beaux, intenses. Et c'est vrai qu'on a beaucoup douté. Et on s'est posé beaucoup de questions. Et la littérature, c'était l'assurance qu'on allait éviter ça. Qu'on allait de toute façon avoir des moments où le caractère fragile, imprévisible, précaire, angoissant, saisissant de ce qui nous arrivait allait apparaître. Parce que c'est quand même la force de la littérature de se placer ailleurs et de ne pas pouvoir être dans le réflexe. Et ensuite, évidemment, il y a des jeux d'écho quand on lit les cahiers. Par exemple, je me disais, le texte de Marie Connet qui commence par « Je suis coupée », où elle parle de la séparation, d'être séparée des autres et tout ça. Ça, c'est évidemment quelque chose qu'on retrouve sous la plume, par exemple, de Michel Agier, qui parle beaucoup de la question de la séparation. Et on voit bien qu'il y a des jeux d'écho à ce moment-là entre ce que les sciences humaines peuvent dire ce que les sciences humaines, c'est très particulier parce que c'est pas les sciences humaines, c'est des sciences humaines qui sont justement réquisitionnées à un moment pour penser quelque chose sur lequel elles n'ont pas forcément non plus prise, enfin, elles n'ont pas fait 10 ans de terrain, elles sont pas... Voilà, c'est demander à des chercheurs, tout d'un coup, comment ils pourraient penser quelque chose
qui ne soit pas justement simplement recracher ce qu'ils ont déjà dit sur beaucoup d'autres événements, mais qu'ils essayent d'aller puiser dans la singularité de ce qu'ils vivent au fond de leur sensibilité. Et ça, c'était pas sûr, enfin, je sais plus, j'ai un peu perdu le fil de ma pensée, mais pour revenir à ce que tu disais, Claire, c'était pas sûr qu'on ait des textes qui parviennent à ça. Et en fait, on les a eus. Mais je pense que du coup, la littérature, elle apporte encore plus de richesse à ces... Qu'est-ce que tu dirais, Séverine? Oui, moi, j'étais sensible aussi à ce jeu d'écho entre les textes littéraires et les textes de sciences humaines, qui sont des textes qui sont presque des textes aux limites, en fait. Enfin, voilà, ils sont écrits sur les bords de quelque chose, voilà, au bord de penser. Est-ce qu'on peut vraiment penser ce qui nous arrive? Est-ce qu'on a les moyens de le faire? Est-ce qu'on décrit l'état dans lequel on était avant que ça nous arrive? C'était une manière de prendre date, pour le dire comme Patrick Boucheron et Mathieu Riboulet. Et je me rappelle que c'est aussi quelque chose qu'a dit Michael Fussell dans l'un des comités, qu'il s'agissait plutôt de savoir dans quel état on était avant, que c'était peut-être ça qu'on pouvait aussi décrire, plutôt que dans quel état on serait après. Voilà l'idée du monde d'après qui a surgi à ce moment-là. Voilà. Et pour répondre à ta question sur la littérature, je pense que c'est aussi parce que ça nous ressemble et qu'on est tous des lecteurs de littérature et qu'on aime aussi enfin, voilà, et les auteurs de sciences humaines le sont aussi, et que c'était un moment où ce jeu de résonance pouvait, je sais pas, produire des effets de clarification, peut-être, de clarification dans la description, justement, ou dans la justesse de la description, pardon. Oui, il y a eu même des croisements, puisque le texte de Michel Agier, c'est un texte qui est presque littéraire. Casteljac oui, aussi, a produit un texte littéraire sur la catastrophe. Voilà. Et inversement, Sylvain Message, qui est un romancier du Seuil, a fait un texte qui est un texte de sciences humaines, enfin, en tout cas, qu'on aurait pu entendre sous la plume de quelqu'un classé dans les sciences humaines. Donc en plus, ça a permis, justement, cette grande liberté qu'on a donnée, ça a permis aussi que chacun fasse son petit laboratoire. Et Michel Agier, ça a été un petit laboratoire pour lui, il m'en a parlé, il est en train de réfléchir sur la façon dont il va pouvoir écrire autrement maintenant. Donc voilà, ça c'était aussi pour nous gratifiant d'entendre des gens dire, grâce à cet exercice que vous m'avez demandé de faire, je vais changer des choses dans ma manière d'écrire, je vais pouvoir concevoir des choses autrement. Et... Voilà, donc c'était... Voilà, je pense que c'était important pour nous de garder tout ça, surtout je fais un petit excursus, mais puisque tu as parlé du monde d'avant, Séverine, il faut aussi se souvenir qu'à ce moment-là, dans ces 2 mois qu'on a vécu, tout le monde parlait du monde d'après. Et on l'a évoqué tout à l'heure en parlant du prophétisme, mais on était vraiment dans cette idée qu'il allait se passer quelque chose de fou après. Enfin mais il se passait quelque chose de fou pendant qu'on le vivait. Donc c'est vrai que c'était pas complètement absurde aussi de penser que cette folie-là, elle avait cette espèce de caractère complètement exceptionnel de ce qu'on vivait, l'extraordinaire au sens strict, allait se poursuivre. Bon. Et donc d'ailleurs, je trouve que ce qui est intéressant, c'est que les cahiers aussi marquent, ils sont un peu déchirés entre la volonté, peut-être qu'il y a un après qui ne ressemble pas à l'avant, et la simple volonté de dire, on va déjà expliquer où on en est juste avant, où on en est là maintenant, et puis on verra bien après. Et on sent des tensions à l'intérieur des auteurs aussi, entre ceux qui imaginent que ça pourrait changer, et ceux qui se contentent d'une position assez modeste, en disant on va déjà décrire ce qu'on vit et on verra. Mais justement, on en est là, dans la première livraison, qui est de la fin du mois de juin, c'est ça Oui, je crois, 18 juin. Oui. Il y a un peu moins de 25 textes. Dans celle du début septembre, mi-septembre, il y en a plus de 30. Là, il y a un effet d'accélération. Et on le constatait tout à l'heure avec Michael Fussell, quand même, les jours qui précèdent là, nous ont donné un grand coup derrière la nuque. Les textes que vous avez publiés dans la première et la deuxième livraison sont des textes ou de la pause ou du réveil, de ce réveil progressif du déconfinement, et donc des retrouvailles avec avec une certaine vie sociale,
nous nous sommes retrouvés entre nous et avec une ville ou une campagne plus libre. Est-ce que vous imaginez, là, après ce coup que nous recevons derrière les oreilles et les menaces et les craintes et les anxiétés nouvelles est-ce que vous n'imaginez pas plutôt que ça peut inhiber en quelque sorte l'énergie nécessaire à continuer c'est tout d'un coup à rebuter sur cette terrible grisaille. Est-ce que ça ne va pas entraver la créativité qui est propre à... Bon, voilà, on avait dit qu'on aurait une journée pessimiste avec Michael Fossel, donc c'est pour continuer. Ça peut créer le contraire aussi, c'est-à-dire que aussi le sentiment de la catastrophe, ça peut être un sentiment finalement très fécond pour les intellectuels. Enfin, comme disait Séverine, avait cette jolie image de travailler, de penser à côté du précipice. Peut-être que c'est justement là où il se passe des choses très intéressantes aussi. Et... Voilà. Puis bon, c'est notre travail de lutter contre la mélancolie, donc il va bien falloir continuer. Hein? Je pense que ce qui est intéressant aussi, et qu'on a tous vécu, qu'on écrive ou qu'on n'écrive pas, mais on a quand même tous vécu un moment dans lequel on s'est fortement inscrit dans une temporalité, cette fameuse avant, sur lequel on a réfléchi, je crois que personne n'a vu venir ce qui était en train d'arriver. Donc ça nous a fait penser à notre difficulté à prévoir. Et puis après, effectivement, tous ces prophétismes qui se sont développés pendant des semaines et des semaines. Et puis maintenant, un futur qui pourrait ressembler au passé récent. Donc ce qui est intéressant, je pense que on le voit dans les textes, mais je crois qu'il reflète une expérience que tout le monde a fait durant ces mois qu'on vient de passer. On est peut-être plus conscient de ce que c'est que d'être inscrit dans une temporalité. Et je trouve que, je sais que pour les historiens, ça a été compliqué. Et les historiens qui ont collaboré à la revue, j'imagine, ont beaucoup peut-être résisté aussi, parce qu'ils se demandent quel est leur statut, quel est le statut de leur écriture, s'ils refusent le prophétisme. Comment on écrit quand on est historien dans ce contexte? Et vous éditez toutes les deux beaucoup d'histoires. Donc, est-ce que vous pensez qu'il y a une spécificité des textes des historiens par rapport à une crise comme celle-là? Ou est-ce que le problème est le même, en fait, pour un historien ou un sociologue? C'est une question à laquelle il est un peu difficile de répondre, je trouve, parce que les textes des historiens qu'on a publiés dans les 2 livraisons sont de nature très variée, dans des registres d'écriture très variés. Mais peut-être que celui qui répond le mieux à ta question, outre le dialogue entre Thomas Piketty et Patrick Boucheron, que j'ai cité tout à l'heure, c'est le texte de Guillaume Lachenal et Gaëtan Thomas, voilà, qui revient sur l'économie de l'inattention et du déni, et qui prend complètement à rebours, l'idée qu'il y aurait des leçons de l'histoire, l'idée qu'il puisse y avoir une fin de l'épidémie, que les épidémies du passé puissent nous apprendre quelque chose, puisque justement les épidémies du passé nous ont empêchés de comprendre ce qu'était la pandémie actuelle. Voilà, puisque le SRAS, il y avait des modes de contamination qui n'étaient pas du tout cela. La grippe, c'est encore extrêmement différent. Enfin bon, donc aucune des épidémies précédentes ne nous a servi. Au contraire, elle nous empêchait de voir ce qui était en cours. Et donc, non, je ne suis pas sûre qu'il y ait une spécificité de l'intervention des historiens, ou alors je ne sais pas répondre à cette question. Peut-être que toi, Julie, c'est clair qu'il pourrait répondre, en fait. Non, mais je me suis demandé si les historiens que vous avez sollicités avaient plus résisté que les autres, par exemple, en disant je ne sais pas, je veux pas, justement, je ne veux pas faire les leçons du passé, et je ne peux pas faire quelconque prophétie. Ceux qui sont intervenus, ils étaient quand même très modestes. C'est-à-dire que, voilà, il y a eu le texte de Sylvia Schifolo sur j'ai une absence, sur le choléra. Oui, enfin, oui. Elle parle, oui, oui, c'est ça. Voilà. Comment les premières mesures sanitaires, le premier internationalisme. Oui, le premier internationalisme sanitaire au moment du choléra.
Donc il ne s'agissait pas du tout de faire un parallélisme entre passé et présent, mais de dire que là, quelque chose s'était joué qui se jouait moins aujourd'hui, en tout cas, cet internationalisme sanitaire. Le texte de Guillaume Lachenal, c'était plutôt faire un état des déstabilisations des lectures historiques. Le texte de Bruno Cabane, qui s'interroge sur la métaphore guerrière, et qui est un texte, je trouve, très riche, mais c'est aussi un texte modeste, qui ne cherche pas à dire plus qu'à analyser les usages de la métaphore militaire aujourd'hui. Donc je dirais qu'il y a une certaine modestie, une retenue, mais c'est aussi ça qu'on a cherché. On a cherché à accueillir cette retenue. Est-ce que vous avez des questions par rapport au cahier? Pas de questions? Pourtant, il y a eu beaucoup de lecteurs pour ces cahiers. Alors dites-nous le suivant. Vous l'avez dit au début de l'année, c'est ça ou... Oui, pas avant? Sans doute quelque part entre janvier et mars. Sans doute pour entretenir le principe d'incertitude, c'est ça? Oui, on est encore là en train de... Justement, je trouve que la seule force qu'on peut vraiment... La qualité que peuvent revendiquer ces cahiers, c'est de se faire quand il y a du désir et quand il y a de l'envie de penser quelque chose. Peut-être là, justement, vous y faisiez allusion, Christian, on a été dans un moment un peu de pause. Et peut-être que ce qui est en train de se passer va nous pousser à nouveau, mais je pense qu'il faut aussi qu'on soit attentif à ce qu'on ressent. C'est pour ça que ça peut être intéressant, peut-être pour les historiens plus tard, c'est de se demander quand est-ce qu'on les a faits. Parce que ça marque des temporalités de l'événement, ça marque les arrêts de l'événement aussi, peut-être. Et peut-être qu'on a aussi besoin de comprendre un peu ce qu'on a fait avant d'en faire un troisième, et donc d'entendre un peu les lectures des uns et des autres, ce qui n'a pas été tellement le cas jusqu'ici. On nous a pas beaucoup dit « Ah, vous avez fait ça, en fait », ou je sais pas, comme ce que vous avez fait l'un et l'autre. Et donc, je pense qu'on est aussi curieux d'entendre ça pour... voilà. Oui, c'est vrai, vous l'avez dit tout à l'heure, il fallait se démarquer de l'immédiateté des tribunes, et on a été quand même gavé de tribunes au point à un moment donné d'être tellement saoulé par les tribunes de ne plus les lire. Donc comment des cahiers peuvent-ils trouver cet équilibre des temps, parce que justement on voit bien que là il y a des équilibres de temporalité, mais qui sont d'une certaine façon à un moment donné qui peuvent ressortir du miracle. Mais après tout, non, mais c'est vrai que l'édition est un lieu de ces miracles. Simplement, il y a peut-être un moment où, là maintenant, il faut, vous le disiez là à l'instant, Séverine, il faut peut-être prendre un tout petit peu de recul, donc peut-être il faut attendre un peu, pas trop. Non, mais c'est vrai, voilà, la pêche à la ligne, c'est ça, finalement. C'est la pêche au temps, la bonne temporalité. Bonne distance et bonne temporalité. Exactement. Voilà, et puis c'est vrai ce que tu disais, il y a eu des textes magnifiques et passionnants qui ont été publiés dans beaucoup de lieux, dans des journaux, dans des revues, et que la nécessité ne s'impose pas forcément de doubler ce travail. Sur les titres, ou les noms de... Ah oui, c'est vrai, puisque vous deviez... Au début, avoir chaque fois le même titre, non? Par ici la sortie ou non? Moi j'avais compris ça, puisque même on a annoncé. On avait compris ça. Que peut-être ça s'appellerait toujours par ici la sortie, puis il y a un moment où on s'est dit que compte tenu de ce qui se profilait, ça allait être ridicule, quoi. Qu'on pouvait pas. Voilà, que là c'était. Je vais parler sans micro. Moi je me pose une question sur votre lectorat, sur vos lecteurs. Comment vous les imaginez, à qui vous vous adressez? Est-ce que ce sont les lecteurs du Seuil? Est-ce que ce sont
Une Ça question de existe, ouais. génération aussi, une question de génération. Est-ce que la jeunesse... voilà, comment, est-ce que, j'imagine que vous y avez pensé évidemment à cette question, mais comment vous la voyez et à qui vous adressez? C'est bizarre de dire qu'on pense pas aux lecteurs, parce que c'est pas vrai, on pense quand même aux lecteurs. Mais on sait pas les imaginer, les lecteurs. Et les lecteurs du Seuil, ça n'existe pas vraiment. Il y a les lecteurs de certains auteurs, il y a les lecteurs de certaines collections. C'est quand même comme un assemblage de niches. Et parfois, je sais pas, on sort. La niche devient très grande, c'est une grande maison. Mais non, je ne sais pas si on sait les imaginer. On offre quelque chose dont on espère qu'il va rencontrer le désir de l'autre. Hein. Mais on peut aussi une telle pensée, c'est ça? Oui, oui. On peut aussi faire une revue animée par un désir et en se disant, bon, pourvu que ce désir rencontre un lectorat, mais voilà. Mais en même temps, c'est une question qui se pose. Enfin, à partir du moment où on crée quelque chose, on crée pour un autre, pour des autres. Oui, mais on ne sait pas les imaginer. Et est-ce qu'on s'est posé la question de est-ce qu'on s'adresse à des jeunes? Oui, cette question-là. Oui, je pense qu'on s'est quand même posé cette question. Oui. On s'est posé cette question. Et on a cherché aussi une variété d'auteurs qui pouvaient répondre à des désirs de lire variés ou de thématiques. Voilà. Et même dans la complexité, enfin, Ouais. bon, aucun texte n'est vraiment inaccessible. Oui, on a édité dans ce sens-là. Oui, voilà, on a quand même fait ce travail de rendre les textes. Je pense que voilà, l'entretien avec Pierre-Rose Vallon est très accessible. Le texte de Didier Fassin, qui est un texte magnifique, moi je l'ai fait lire à ma fille qui était en terminale, elle a tout compris. Enfin, et pourtant, je pense que c'est un texte qui fera date, enfin, qui est important. En tout cas, je pense que c'est un texte important pour Didier Fassin lui-même et qui a eu pas mal d'écho. Donc voilà, c'est toujours pareil. Le travail d'un passeur, c'est de rendre les choses lisibles et ensuite le lecteur, lui, il se fabrique tout seul d'une certaine façon. Oui, je pense que quand on a cherché à faire dialoguer Geneviève Azam, Christophe Bonneuil et Pablo Servigne, on avait aussi l'idée de cette jeunesse en tête, ou quand on a organisé la table ronde sur le néolibéralisme des communs. Voilà. Enfin, et on a avait pensé en tête, aussi oui. à la jeunesse aussi d'une autre façon, j'y repense maintenant et on ne l'a pas évoqué, Ouais. c'est que ce sont des numéros paritaires où il y a autant d'hommes que de femmes, ce qui, au moment de la pandémie, pendant qu'on vivait le confinement, n'était pas du tout une évidence, parce que je pense que beaucoup d'entre vous se sont aperçus que tout d'un coup, alors qu'il y avait beaucoup d'efforts qui étaient faits par les médias, les femmes, à nouveau, étaient complètement exclues du champ de l'expertise, des plateaux télé, de la radio, et même des tribunes du Monde sont redevenues masculines à 85%, je crois, quelque chose comme ça, un chiffre terrifiant, alors qu'il y avait des vrais efforts qui étaient faits. Et voilà, donc nous aussi, on a pensé à une sensibilité, en tout cas, qui est très contemporaine, et qui est notamment portée par la jeunesse, qui est de faire très attention à ça, par exemple. Quand même sur sans mettre les pieds dans le plat, mais sur la question de destiner des choses à la jeunesse, bon, nous savons, nous bien, peut-être des fois trop bien ou malheureusement bien, combien nous aimerions qu'il y ait plus de jeunes dans la librairie qu'il y en a. Bon, et dans nos débats, n'en parlons pas. Mais un des succès de l'histoire à venir était justement d'avoir réussi à mobiliser une partie de la jeunesse par sa présence. Mais c'est vrai qu'elle était mobilisée aussi beaucoup par l'effort et la demande insistante, probablement un peu insistante, des universitaires qui les ont comme étudiants à l'université. Or, là, nous sommes dans un moment où l'université, elle est soumise au virus, elle est fermée. Est-ce que, on le voit aujourd'hui, bon, malheureusement, nous n'avons pas aujourd'hui, pour le moment, le succès que nous avons d'habitude, et notamment avec ce public jeune. Je remercie les quelques jeunes qui sont quand même venus, mais je ne sais pas, Claire, et peut-être vous deux, qu'est-ce que vous pouvez répondre à propos de cela, justement? Est-ce que
l'immobilisation de l'université peut avoir, de ce point de vue, des conséquences sur l'évolution du lectorat, et notamment sa sensibilisation à l'égard de ce type de publication et de production. Je pense que là, il y a effectivement une des difficultés qu'on va avoir, nous, à Toulouse, puisque l'université, en tout cas Jean Jaurès, n'a pas réouvert pour le moment, c'est mobiliser les étudiants de première année. Enfin, ça peut paraître anecdotique, et ça ne l'est pas du tout. C'est vrai, il y a quand même une génération là, d'étudiants qui n'est pas au contact non seulement de l'université, mais les uns des autres. Moi, c'est ça qui est le plus préoccupant, en fait. C'est comment ils font, eux, pour se rencontrer entre eux, pour se connaître, parce que je pense qu'il y a aussi une émulation. On lit des choses parce qu'on vous les conseille, et donc on rencontre des gens nouveaux, et on s'ouvre vers des lectures nouvelles. Donc là, en effet, je pense qu'il y a là où s'il y a à nouveau enseignement à distance qui commence maintenant, la grande différence, c'est que encore, en tout cas en mars, on connaissait les étudiants qu'on avait face à nous. Là, on les connaîtra pas les premières années au moins. Et donc, je pense que pour nous, en tout cas pour notre génération, le défi paraît celui-là. Après, ce qui serait intéressant, c'est de parler avec eux, puisqu'on sait quand même qu'ils ont peut-être pas tous, mais en tout cas une propension à communiquer à travers des réseaux sociaux qui ne sont pas exactement les mêmes que peut-être moi, en tout cas, j'utilise. Donc là, je pense qu'il y a des effets de diffusion de l'information, d'approche du texte, hein, qui n'est pas nécessairement la même d'une génération à l'autre, que moi-même j'ai du mal à évaluer, tu vois, pour la génération de mes étudiants. Ça serait intéressant de voir si effectivement ce genre de texte, on en parle les étudiants en parlent sur les réseaux sociaux, s'ils peuvent les faire circuler, si vous vous êtes posé la question aussi du format numérique, de l'achat d'un article ou de la diffusion d'un seul article. Enfin, c'est vrai que c'est toujours un peu le problème qu'on a entre le format livre ou revue et puis le format numérique qui facilite. Donc, je pense qu'il y a un niveau technique, ce mélange, un problème de proximité au texte, et puis quand même une approche technique de la diffusion de l'information qui est délicate à cerner dans son ensemble, à mon avis. Je ne sais pas comment vous voyez le problème du point de vue de l'édition, parce que c'est aussi un problème qui se pose, je suppose, sur la fréquentation des librairies ou ce genre de choses, qui va donner ou pas l'accès au texte. On ne s'est pas posé la question de l'achat à l'article, dans la mesure où c'est pas on l'a pas pensé comme une revue, mais comme un livre collectif. Et on a vraiment pensé livre. C'est-à-dire qu'à un moment, il y a eu la discussion. Est-ce qu'on fait des textes en ligne au fil de l'eau, comme d'autres? Voilà. Et on s'est dit, mais non, on veut faire un livre, on veut créer un objet, on veut que ce soit en librairie, on veut se relier par le livre au libraire et au lecteur. Même des choses soient chaînées entre eux. Voilà. Et donc on a beaucoup pensé la matérialité de l'objet, on a donné beaucoup de soins à la matérialité de l'objet. Avec la fabrication, avec la direction artistique, on s'est beaucoup interrogé sur le papier, sur ces petits bandeaux avec le point de colle repositionnable là qu'on aime tellement. Sur l'épaisseur du carton. Enfin, on a quand même un rapport très charnel au livre, et c'était aussi une défense contre ce monde de l'écran qui nous épuisait tellement. Mais les jeunes, on ne sait pas les toucher. Voilà, on sait pas ce qu'on sait, c'est constater après coup que sur le terrain de l'écologie politique, des radicalités politiques, du féminisme, sur les questions raciales, on touche des jeunes. Parce qu'on voit par exemple que des livres en poche se vendent beaucoup, et là on suppose que c'est des plus jeunes. Mais nous, on ne connaît pas nos lecteurs. On ne les connaît pas tellement. On les connaît par les retours qu'on a des libraires. Enfin, c'est vous qui les connaissez, Christian. Mais par exemple, cette année, on a décidé de sortir directement en poche un livre d'Aurélia Michel qui s'appelle Un monde en nègre et blanc, parce qu'on s'est dit, là, il y a un lectorat jeune et militant qui a besoin de se repérer sur cette question de l'articulation entre esclavage, colonisation et construction du racisme, et pérennité du racisme. Et voilà. Donc le fait qu'on en ait vendu 5000 exemplaires ou 4800 exemplaires depuis janvier, on s'est dit, ah ben oui, alors on a dû réussir quelque chose là.
Il était prévu chez nous le 18 mars. Qu'elle n'aime pas trop. Ouais. Voilà, et puis Julie, elle pense tout le temps à la jeunesse. Oui, mais moi, parce que, non, mais là, c'est des choses, mais ça rejoint peut-être ce qu'on disait tout à l'heure, espérons qu'on n'aille pas de crise en crise. Bon, bah, moi, je pense beaucoup à cette jeunesse parce que je trouve que c'est terrible. Et en même temps, je suis admirative de la façon dont elle réagit. À la fin du confinement, il y a toute une partie de la jeunesse qui est allée se battre pour la justice et contre les violences policières. C'était interdit c'était encore interdit à ce moment-là de se rassembler, et il y a eu quand même ce grand mouvement, et la première chose qu'a fait la jeunesse après avoir respecté quand même énormément ce confinement, enfin c'était quand même pas évident pour eux, elle est allée manifester pour des revendications qui sont belles, quoi. Et donc ça, moi j'y pense beaucoup parce que je voudrais qu'on arrive à s'adresser à eux, parce qu'il y a plein de choses dans les livres dont ils ont besoin pour comprendre le monde. Et d'ailleurs, certains lisent, hein. Il y a quand même il y a une partie de la jeunesse qui lit des livres, enfin, je veux dire, qui lit encore des livres. Et voilà, et je pense que c'est aussi très personnel, mais moi, ça me fait du bien de penser qu'ils sont là, et qu'ils ont l'espoir d'un monde meilleur, qu'ils sont encore habités par ça, qu'ils ne sont pas résignés. Et donc, on essaye, on cherche aussi comment on pourrait aller vers eux encore davantage. Bien, donc comment faire d'abord, comment faire c'est venir ce soir écouter les invités des Cahiers et du Théâtre Garonne et de venir à l'Histoire. Et puis par ici la sortie, mais c'est par là-bas, donc à 21h ce soir au théâtre. Merci, à tout à l'heure. Merci. Merci beaucoup. Il s'agissait d'une rencontre enregistrée à la librairie Ombre Blanche le 25 septembre 2020 dans le cadre du week-end Venir à l'Histoire avec Julie Clarini et les contributeurs du numéro 1 des Cahiers par ici la sortie, édité par Le Seuil.